Bienvenue à Pourquoi c'est bon, mon émission podcast, appelez ça comme vous voudrez, où je fais la narration, la chronique de mon projet science-fiction, où je regarde tous les films de science-fiction de 1895 à 1990. C'est un projet d'enfance que j'avais. À un moment donné, j'ai décidé que j'allais le faire. J'ai arrêté ça à 90 pour garder ça court et pour différentes raisons. J'en ai déjà vu un peu moins de 700, là. Je suis à 680 quelques. Donc là, c'est ça. Là, je commence par... Je priorise ceux que je n'ai pas encore vus et j'en parle à chaque semaine. Et je dis pourquoi c'est bon. Je cherche au moins une qualité. Des fois, c'est plus d'ouvrage un petit peu, comme on va le voir aujourd'hui. Faut forcer un peu, il faut être généreux. Mais en cherchant, on trouve d'habitude. Et j'utilise aussi cette chronique, ce feuilleton-là, mon projet de science-fiction pour réfléchir sur des questions que je trouve intéressantes, en particulier qu'est-ce qu'une trame narrative? J'y reviendrai abondamment. Mais je trouve ça intéressant et important parce que les êtres humains se racontent des histoires et on est prisonniers de ces histoires-là. Il y en a qui sont utiles, mais il y en a qui le sont moins. On se contrôle les uns les autres avec ces histoires-là. Et puis, souvent, on se ramasse qu'on vit dans la vie. On pense vivre notre vie, mais en vérité, on est en train de vivre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Un rôle imposé. Donc, toutes ces questions-là et beaucoup d'autres, à mon avis, sont très, très intéressantes et importantes. Si, comme moi, vous partagez le désir profond qu'on s'en sorte, hein, comme race, comme espèce. La race humaine s'entend, bien entendu. Ça pour dire qu'à la base, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des films de science-fiction. S'il y a des robots, c'est bien cool. Il n'y en a pas dans celui d'aujourd'hui. Puis, c'était de la science-fiction dans les années 30, mais évidemment, ça a cessé de l'être assez rapidement. Ça s'appelle Murder by Television, meurtre par télévision. Et évidemment, à la télévision, ça a cessé d'être la science-fiction assez vite. Je pense que la technologie était déjà embryonnaire à cette époque-là. Mais l'idée ici, c'est que, qu'est-ce que ça raconte? On a un savant qui a inventé un système de télévision, et puis, comme la technologie, là, avec les caméras, puis les ondes, etc. Donc, il a inventé un système de télévision. Et il y a une compagnie, là, une grosse compagnie qui veut forcer cet inventeur à lui vendre l'invention de la télévision pour se mettre riche, naturellement. Mais l'inventeur refuse. Et ça la donne que le soir où l'inventeur fait une présentation de sa technologie en direct devant un public, là, de ses proches, et voilà, un paquet de monde. Donc, une présentation en direct télévisée avec sa technologie, il se fait tuer. Il se fait tuer là, à l'écran, la première diffusion télévisée de l'histoire, puis l'inventeur se fait tuer. C'est quoi les chances? Wow! Ça fait que le reste du film, qui dure un long 57 minutes, c'est essentiellement une sorte d'histoire à la Agatha Christie, où le détective essaie de trouver c'est qui le meurtrier. Bon. En gros, c'est ça. C'est du théâtre filmé, c'est un mélodrame, ou je sais pas si c'est... Légalement, on a le droit d'appeler ça un mélodrame, là. C'est quoi les critères, là? Il n'y a pas de méchant avec des moustaches, mais c'est du théâtre filmé des années 30. Je parlais dans un épisode précédent de comment les films en noir et blanc, c'est super beau quand c'est bien fait, puis c'est artistique, puis tout ça. Ici, on est loin de ça, là. Rassurez-vous. Là. Ici, c'est du théâtre filmé, je regrette de le dire, plate à mort. Fait que, pourquoi c'est bon? C'est bon parce qu'il y a Bela Lugosi là-dedans. Ah, ok, bon. Bela Lugosi, un de mes grands... pas tout à fait un héros d'enfance, mais pas loin. Et connu évidemment parce qu'il a joué Dracula dans le premier film, là, Universal. C'est ça. Il y a une...
Voilà, c'était une légende du cinéma d'horreur. Et il a eu une carrière plutôt triste. Il a fini dans les films de Ed Wood, là, bon. Puis sa carrière n'a jamais vraiment pogné, puis elle n'a jamais vraiment pogné parce qu'il y avait, entre autres, parce qu'il y avait un gros accent hongrois, je pense, là. Et il n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Puis ça a nuit à sa carrière. Puis aussi, bon... on dit que peut-être son style de jeu extrêmement emphatique était plus à la mode, mais bon, comparé avec n'importe qui à l'époque, il n'est pas si pire que ça, honnêtement. Puis là-dedans, c'est le meilleur de la gang dans ce film-là. Puis pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon pas tant parce que lui est si bon que ça dans le film, mais parce que il joue un gentil là-dedans, en fait. Même il joue, en vérité, il joue des jumeaux. Puis son frère jumeau joue un punch, là. Mais son frère jumeau, au début, il se fait descendre. Ah là 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 là, il y a une affaire de sosie, puis finalement, lui, c'est le sosie. Bon, écoute, intrigue. Voilà, vous voyez le genre d'intrigue. C'est le genre de film où il y a un frère jumeau mystérieux qui ressort à un moment donné. C'est ce genre de film-là, OK? Bon. Fait que Bela Lugosi, là-dedans, il est gentil. Puis, il joue... c'est ça, pas tout à fait un rôle de jeune premier, mais pas loin. Il est charmant, il est intelligent, il est vertueux. Il fait plus ou moins le héros, finalement. Le jumeau, là, pas celui qui se fait tuer, mais le deuxième qui apparaît au milieu du film. Ben, c'est le héros du film, ultimement. C'est pas le détective, mais c'est la personne qui incarne les vertus positives du film. C'est le charme, etc., etc. Puis en vérité, il n'y en a quasiment pas fait des films comme ça. Moi, j'en ai vu quand même 2-3 des films de Bela Lugosi, même... faudrait que je cherche, là, j'en ai vu pas mal, OK? Mais des comme ça, c'est le seul que je me rappelle avoir vu. Puis je suis sûr qu'il a dû être content d'avoir un rôle comme ça. Bon, c'est ça, c'est pas son meilleur rôle. Pour moi, son meilleur rôle, c'est dans Island of Lost Souls, dont j'en reparlerai peut-être tantôt. Mais il est bon aussi. Même honnêtement, là, même dans les Ed Wood, c'est sacrilège de le dire, mais moi, je l'aime plutôt certainement dans Bride of the Monster, là. Où est-ce qu'il fait c'est Home, I have no home. Il fait ce discours-là, haunted, despised, haunted like an animal. I will build a race of atomic Superman which will rule the world. C'est super. C'est super bon ce bout-là. OK. Ça, c'est dans Ed Wood. OK. Mais tu sais, objectivement, c'est très gros, là. On peut pas dire que c'est pas un jeu naturaliste, là. C'est un jeu énorme. Mais, tu sais, bon, je pense qu'il est meilleur dans Ed Wood que là-dedans. Bon, à mon goût personnel, moi, je l'aime mieux dans Bride of the Monster, même s'il joue gros, que dans celui-là où il joue le jeune premier. Bon, évidemment, il est meilleur dans Dracula aussi. Mais tu sais, quand j'ai cherché les qualités du film, la seule que j'ai trouvée, c'est plate à dire, hein, c'est ça. Puis, c'est le fait que Bela Lugosi joue un gentil. Puis, ça vaut la peine de le voir pour ça. Si vous êtes un fan fini de Bela Lugosi, il y en a. J'en ai connu. Plus qu'un, même. Mais c'est bien la seule raison de l'écouter. Et tu vois, j'ai commencé avec les questions des trames narratives conscientes et inconscientes, les histoires conscientes et inconscientes. Parce que c'est ça. Moi, je crois que un gros problème des êtres humains, c'est qu'on se raconte des histoires puis on s'en rend pas compte, essentiellement. Puis c'est particulièrement pernicieux parce que ces histoires-là, ils ont plein de niveaux, de couches. Puis il y en a beaucoup il y en a qui sont inconscientes, mais c'est délibéré. C'est de la forme de manipulation ou de... Mais il y en a aussi qui sont implicites, mais qui sont inconscientes aussi. Donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, aujourd'hui, tout ce que je vais faire pour cette question de trame narrative que moi-même j'explore, là, sur laquelle je réfléchis pour essayer de trouver
Je réfléchis à cette question-là parce que je pense que c'est une piste intéressante, peut-être même importante pour essayer de se sortir du trouble dans lequel on est collectivement, puis pour guérir mutuellement là, nos relations, puis qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis peu importe, pour s'en sortir. Fait que c'est ça. Mais, bon, je disais dans l'épisode précédent, là, 20 Million Miles to Earth, je mentionnais, c'est ça, qu'il y a une trame narrative. Donc, on se raconte des histoires, mais toutes ces histoires-là font plus ou moins partie d'un tout. Puis ça, c'est ce que j'appelle la trame narrative. Une version courte. Puis, c'est ça. Puis, c'est composé de plein de petites histoires. Puis, c'est ça. L'agencement de ces histoires-là est intéressant. C'est quoi les exemples ici? Bon. Ben, OK. On a un savant et il invente la télévision et il va voir une compagnie pour la vendre. OK. Ben, c'est intéressant parce qu'il ne donne pas. C'est intéressant parce que... Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est ça, il refuse. Lui, il refuse la vente. La compagnie vient le voir, lui, pour lui demander, puis lui, il refuse. C'est ça, l'astuce. OK, ça fait qu'il y a une question morale. Là. OK, ça fait partie de... Ben, on peut inclure ça dans la trame narrative. Le gars, il veut pas. Mais ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est que cette compagnie-là qui veut acheter la télévision, son projet, c'est de la vendre au gouvernement. Ça a l'air de rien, mais on est avant la guerre. On est avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il m'a semblé, en regardant ça, qu'on pouvait voir le changement qui s'était opéré, le changement majeur, là, OK, au niveau de la manière dont les Américains comprenaient leur propre société. Puis ils comprenaient les rapports de qui est-ce qui est vraiment... c'est qui le patron? C'est qui est au sommet de la pyramide, essentiellement? Parce que... c'est ça. Puis encore une fois, là, tout ce que je vais faire là, c'est juste lister des thèmes, la trame narrative. Je ne vais pas me les approfondir. Mais j'ai regardé ça et je me suis dit, après la guerre, est-ce qu'il aurait dit je vais vendre ça au gouvernement pour me mettre riche, ou je vais l'exploiter moi personnellement en la vendant directement à la population? Voyez-vous la différence, là? Tu vends à l'État, puis l'État va gérer le truc. Donc, tu vends au roi, au président ou au roi, tu vends... Toi, t'es un commerçant, tu vas vendre à l'empereur, puis l'empereur va s'assurer de gérer ça. Ça, c'est un mode. Ouais. Un mode de relation politique. Mais après la guerre, il me semble qu'on voit moins ça. Il me semble que c'est moins ça le réflexe. Parce que après la guerre, en quelque part, c'est plus l'État qui est au sommet de la classe sociale, la pyramide d'organisation sociale. C'est précisément la compagnie privée. Le capital, appelez ça comme vous voulez. Fait que, tu vois, ça, c'est les genres de questions, moi, que je me pose. C'est les genres de trucs que je... Puis, encore une fois, j'ai pas le dernier mot sur toutes ces questions-là. J'affirme pas ça comme des vérités absolues, mais ça pique ma curiosité. J'observe, il me semble que c'est différent à l'affaire et telle affaire. Certainement une affaire qui est différente. Ça, c'est garanti, puis c'est frappant, parce que des films des années 30, c'est pas le premier que je regarde non plus, puis tu vois ça assez souvent, années 20, années 30, là. C'est... encore une fois, les classes sociales sont complètement différentes. Tous nos héros dans ce film-là, ils se promènent en tenue de soirée, tenue de soirée avec les queues de pie et les nœuds papillons, là, les robes, le style Grid Gatsby, ou le genre de truc que le prince Charles, on parle de lui en nouvelle présentement. Quand tu vas rencontrer le prince Charles, c'est ce linge-là que tu portes. OK. Dans la hiérarchie là, du chic, là, OK. Le smoking comme James Bond, OK, le tenue de soirée comme ce que James Bond porte, là, ça, c'est comme l'avant-dernier, plus ou moins. Là. C'est pas le plus chic que tu peux être. Il y a plus que ça. OK? Puis c'est genre avec justement la queue de pie, le nœud papillon, puis c'est ce que les autres, ils portent. OK? Il y en a peut-être un encore au-dessus, là, où est-ce que tu mets tes médailles si tu as fait la guerre, ça, mais c'est justement, là, tu sais. Eux, ils s'habillent ce niveau de chic-là, puis tu t'habilles juste ce niveau de chic-là si tu fais partie de cette classe sociale-là, qui est le gratin du gratin du gratin du gratin. Puis ces gens-là, on les voit souvent dans les films, des années 20 puis des années 30, mais
il semble disparaître plus ou moins complètement après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que quand je parle des trames narratives, une des affaires qui est intéressante, c'est justement de voir ce genre de... Parce que c'est ça qu'on cherche, entre autres. On cherche où est-ce qu'il y a un changement, puis quel est ce changement-là. OK? C'est ça l'idée, là. C'est ça l'exercice, beaucoup, là. OK? Puis quand, voir, tu peux voir ce changement-là, comment est-ce qu'il se répercute là, au fil des décennies. Hein. Bon. Mais quand je parlais en début, en introduction, de discours explicites puis de discours implicites, ben il y en a une couple de discours implicites là-dedans. Puis je vais plus ou moins finir là, mon topo sur Murder by Television en parlant de ça. Le premier, c'est que je me suis rendu compte juste après avoir regardé le film, parce que je pensais justement à tout ce monde-là qui sont riches comme Crésus, là, tu sais. C'est comme bien ordinaire de rester dans un appartement où les plafonds ont 12 pieds de haut, là. OK? OK, t'as une salle à manger où tu peux accueillir 80 personnes. Là. Je exagère un peu, mais c'est ce genre de place-là. Les plafonds, je n'exagère pas tellement. C'est des apparts hyper luxueux, des apparts là, des apparts où Fred Astaire va danser. Là. Des apparts avec des planchers en marbre puis tout ça. C'est déconcertamment luxueux. J'ai jamais de ma vie vu un appartement comme ça. OK. Bon, mais eux apparemment, c'est très normal. Mais je regardais ça. Qu'est-ce qu'on voit pas là-dedans? Qu'est-ce que j'ai réalisé après? On est en 1935. Mais qu'est-ce qui se passe en 1935? Ben, on est en plein milieu de la crise. On est après le crash. Là. OK. On est dans les années de la Grande Dépression. La Grande Dépression. Qui dure de 1929 à la Deuxième Guerre mondiale. OK? Puis, qui a été tellement grave qu'il y avait des grands pans de la population qui n'avaient rien à manger. Puis l'État, le fameux État, craignait, essentiellement par la Révolution, là, il craignait que le régime s'effondre. Puis, Deuxième Guerre mondiale, les fascistes, formellement, c'est les démocraties occidentales contre le fascisme. Mais le fascisme était très à la mode. Même dans les démocraties, auprès des gens qui voulaient éviter une révolution comme celle qu'il y avait eu en URSS, peu de temps avant. Puis, en France, 1889, donc essentiellement 100 ans avant. OK. 100 quelques, mais bon. Ça venait d'arriver à toute fin pratique. Fait que ce qu'on voit pas là-dedans, c'est ça, c'est tout cet aspect-là de la société sur le bord de l'effondrement. Plus rien, personne, l'économie est en ruine, carrément. C'est le chaos social. Il y a des gangsters qui se tirent dessus dans les rues. Les gangsters étaient populaires dans les années 30. Pourquoi, à votre avis? Ben, je suis pas certain, mais je soupçonne que, OK, ils font de l'argent, puis c'est des genres de héros pas anarchistes, mais pas loin. Ils font ce qu'ils veulent. Ils respectent pas les lois. Ils sont anti-autoritaires. OK? Bon. Fait que ça, c'est le climat. C'est les mêmes années que Murder by Television. Là. C'est la même société qui crée ces deux trucs-là. T'sais. D'ailleurs, des films de gangsters, il y en a en masse. Donc, quelle est la trame narrative de ce côté-là? Intéressant. Mais je le sais bien pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ici, on n'en voit pas, puis on n'en parle pas, puis il n'y a rien de ça qui arrive, puis tout le monde a de quoi manger, pas de problème, puis tout le monde baigne dans l'or. Ça fait que, c'en est une trame sonore implicite en quelque part. Puis tu peux dire... Puis peut-être que c'est simplement parce que les producteurs du film... Parce que les films de gangsters, c'est ça. Tu sais, les producteurs de films, ils font pas ça parce qu'ils veulent promouvoir l'anarchie et la révolution, vous comprenez bien, tu sais. D'ailleurs, à la fin, les gangsters, d'habitude, ils sont durement punis, hein. Mais dans les films de gangsters, ils se sont dit il y a une pièce à faire en mettant en scène ces personnages-là. Les gens les aiment, bon, on va en montrer. OK?
Mais, fait qu'ici, peut-être qu'ils se sont juste dit, bon, ben on va montrer, tu sais, c'est le fameux divertissement, tu sais, on va les divertir de leurs préoccupations matérielles en leur montrant du monde qui baigne dans l'or. Puis, moi, je serais pas surpris que ça soit ça, en tout ou en partie, la raison pour laquelle on voit ces gens-là. Mais ce qui est certain, encore une fois, c'est que de dépression, il n'est pas question dans le film. Puis pourtant, c'est ça le climat social. Fait que c'est pas accidentel du tout, puis c'est pour dire à quel point c'est risqué des fois de tirer des conclusions à partir de juste qu'est-ce qui est dit ouvertement. Parce que ici, ce qui est intéressant, c'est justement qu'est-ce qui est pas dit, pas mentionné, personne n'en parle. Puis l'autre détail, vite fait là-dessus, c'est que quand on regarde des films de cette époque-là, souvent, ben c'est hyper raciste. OK. Puis présentement, c'est bien dans la mode de chialer contre le racisme. OK. C'est bien populaire. Mais je m'excuse, mais il n'y a pas rien que des affaires intelligentes qui se disent là-dessus présentement. Puis il n'y a pas juste des affaires utiles. OK. C'est plate, hein? Fait qu'il y a comme l'idée que c'est ça, tant que tu es contre le racisme, en tout cas, tu sais. Tout est permis, tu peux tout dire, tu peux tout faire, tout est correct parce que tu te bats contre un ennemi. Mais c'est intéressant ici parce que, bien entendu, le racisme, c'est mal et mauvais. Oui, OK, oui. Mais de quoi qu'on parle? OK. Est-ce que tu veux vraiment t'opposer au racisme? Est-ce que c'est ça que tu veux faire ou tu veux t'inventer, tu veux jouer le rôle de la personne qui se bat contre le racisme? Parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. OK? Puis si tu veux vraiment te battre contre le racisme, OK, la question c'est, OK, ben déjà, c'est où est-ce que je me raconte des histoires par rapport à ça? Puis est-ce que je suis certain que je comprends réellement qu'est-ce que c'est puis comment ça se manifeste? Parce que c'est mal, oui, bien entendu, tout le monde est d'accord là-dessus. À peu près tout le monde est d'accord. C'est des gens qui sont pro-racisme, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Ils vont dire qu'ils sont d'accord avec... Dans les années 30, t'en trouvais en masse. Okay. Aujourd'hui, bon. Mais justement, c'est hyper raciste, c'est dérangeant. Là. C'est comme physiquement dérangeant, honnêtement. C'est comme, tu sais. Puis, tu sais, il y a la servante noire, puis elle fait du comic relief, puis elle joue gros comme le bras, puis c'est lourd, puis c'est pénible. OK? Lourd et pénible. Puis c'est présenté comme une ignorante, tu sais. Mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant par rapport à ça, c'est, bon, on pense que bon, le racisme, mais n'importe quelle forme de... Nous, on imagine les racistes aujourd'hui, comment c'est présenté? C'est la haine. Hein? Le racisme, c'est la haine, ignorer l'autre, pas comprendre l'autre, le refus de l'autre, etc. Moi, je pense pas que... Je suis pas sûr que c'est ça vraiment le trait, là. La définition, vraiment, le moment où est-ce que tu reconnais que c'est ça. Parce que quand on voit dans ces films-là, on les regarde, il n'y a aucune haine, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça pue le racisme à 50 km à la ronde, ce film-là. C'est épouvantable. Mais il y a un serviteur noir, la bonne femme, puis il y a un serviteur chinois, juste pour dire. Hein? Puis c'est quoi l'attitude de tout le monde, y compris Bella, toute la gang par rapport à ces serviteurs-là? C'est le sourire affectueux et condescendant. Puis la vraie marque du racisme, moi, me semble-t-il, c'est plutôt ça. OK. Il y a deux traits. Il y a justement l'idée de... Il me semble. Okay, il me semble. Une prodigieuse, épouvantable condescendance. Ça, c'est un. Puis deux, l'histoire que le raciste se conte à lui-même, c'est que non seulement le rapport de force est naturel entre le maître et l'esclave, le dominant et le dominé,
Non seulement le rapport de force est naturel, mais il est bénéfique. Il est bénéfique. Puis non seulement il est bénéfique, mais tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Tout le monde baigne dans le bonheur d'avoir, de reconnaître et d'accepter ce rapport de domination, ce rapport de force-là. Puis ça, c'est du racisme systémique. OK. On est plus proche, là. OK. Fait que... ben, c'est intéressant pour ça. T'sais. Puis, encore une fois, je prétends pas que j'ai le dernier mot sur la question du tout. OK. Mais... c'est ça, je veux dire. On a un film hyper raciste, tout le monde est fin, puis tout le monde est content. Fait que, il n'y a pas de haine dans le film, là. Bon. Fait que voilà, voici un exemple de pourquoi est-ce que je pense que les questions de trame narrative, c'est intéressant. Bon. Encore une fois, je vais sûrement y revenir dans les prochaines vidéos, même que ça fait partie du projet, honnêtement. Mais pour aujourd'hui, ça va être tout. D'habitude, je mets une recommandation. Fait que c'est ça, j'ai oublié d'en prévoir une. Fait que ça va être ça, ma recommandation. C'est Island of Lost Souls, là, avec Bela Lugosi. J'allais dire que j'allais en reparler. C'est ce que j'avais en tête. Puis, c'est le contraire de ce film-là à tous les niveaux possibles. C'est une œuvre d'art à tous les points de vue. Bela Lugosi, il a un petit rôle, mais il joue un monstre, en fait. Là. Il joue The Lawgiver, là. Island of Lost Souls, c'est basé sur l'île du Dr Moreau. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une autre version là, de pourquoi c'est bon, là, que j'avais une formule antérieure de ce podcast. Et c'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film relativement... c'est un film connu chez les amateurs de genre, mais que la plupart des gens n'ont pas vu. La plupart des gens n'ont pas entendu parler, puis il y en a encore moins qui l'ont vu. Ça vaut absolument le détour. Là. C'est un chef-d'œuvre. Island of Lost Souls, c'est un chef-d'œuvre. C'est super bon, c'est vraiment troublant, ça vient vraiment te chercher. Puis c'est basé sur l'île du Dr Moreau de H.G. Wells, que j'ai lu, je pense, cette année, qui est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. C'est resté avec moi, j'y repense encore assez souvent. Puis ça rend assez bien là, jusqu'à l'esprit du film. En tout cas, puis Bela, à mon avis, n'a jamais été aussi bon que là-dedans, dans ce que moi j'ai vu. Alors voilà. Donc, la vie est belle. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.